Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire spécial d'Emma Québec pour la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Mon nom est Stéphanie, je suis conseillère principale marketing et expérience client pour les centres hospitaliers chez Emma Québec. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous guider dans ce webinaire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sabrina Robichaud, qui est chef du programme de don de tissus humains chez Emma Québec. Nous avons aussi Jessica Lajoie, qui est coordonnatrice en don de tissus humains chez Emma Québec, ainsi que Wendy Sherry, qui est infirmière clinicienne en don d'organes et de tissus au CUSUM. Donc, juste avant de débuter, je vais vous partager quelques petites notes. Donc, on vous demande de garder vos caméras et vos micros éteints durant la présentation. Vous pourrez les ouvrir là, à la fin lorsqu'on aura la session de questions-réponses. Donc, à la toute fin, vous pourrez utiliser la boîte de dialogue ou lever votre main pour poser vos questions. N'hésitez pas à le faire là, tout au long de la présentation. Des fois, on a des interrogations qui nous viennent, puis inscrivez-les tout de suite pour ne pas les oublier. La présentation, elle est enregistrée, elle va être déposée sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez la visionner comme bon vous semble. Vous pourrez la partager avec vos collègues aussi. On va vous envoyer le lien d'enregistrement quand il va être prêt par courriel à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Il y a un certificat de participation qui pourra être émis sur demande aux personnes qui sont présentes aujourd'hui uniquement. Donc, un visionnement en différé ne permettra pas d'avoir accès à ce certificat de participation. Donc, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous pourrez envoyer un courriel à l'adresse présentée à l'écran. Donc, pour aujourd'hui, les objectifs du webinaire, donc, c'est de réitérer l'importance de la recommandation systématique de donneuses et donneurs potentiels à Emma Québec par vous, les professionnels de la santé. Et on a la chance d'avoir avec nous deux personnes qui sont expertes des conversations avec les familles. Donc, Jessica et Wendy pourront vous donner leurs trucs et astuces pour bien aborder les familles dans ce contexte de don de tissus humains. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Sabrina. Oui, bonjour tout le monde. Wow, on est rendu à 353 participants. C'est assez impressionnant. Donc, merci d'être avec nous ce midi. En fait, bien sûr, on parle des conversations avec les familles endeuillées, mais il faut quand même être tous sur le même diapason, hein, savoir un petit peu, un minimum de qu'est-ce que le tissu humain, quelle est la banque, quel est le rôle de la banque de tissu. Donc, mon rôle d'introduction, ce sera de vous aborder ces quelques points. Donc, si on passe à la diapo suivante, la banque de tissus d'Emma Québec, en fait, depuis 2001, Emma Québec gère la plus grande banque de tissus au Canada, qui est aussi la seule banque de tissus au Québec. On est pas mal fiers de ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi une banque de tissus? En fait, là, pour Emma Québec, nous, ce qu'on fait, c'est on prélève, on transforme et on distribue les tissus humains là, des donneuses et des donneurs québécois là, au niveau des hôpitaux du Québec. Et sachez que depuis décembre 2024, Emma Québec a eu le mandat de distributeur unique pour le réseau de la santé de la province. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, les médecins greffeurs pouvaient faire affaire avec nous, bien sûr, Emma Québec pour obtenir des tissus pour la greffe, mais pouvaient aussi faire leurs commandes un peu partout dans les autres banques de tissus là, aux États-Unis ou au Canada. Maintenant, les demandes sont centralisées à Emma Québec et nous, bien sûr, on peut distribuer les tissus qu'on produit à Emma Québec et aussi on a des partenariats avec différentes banques de tissus ailleurs pour être en mesure de pouvoir transiger entre les hôpitaux qui font des commandes et ces banques de tissus-là. On peut passer à la diapo suivante. Donc, concrètement, qu'est-ce que le don de tissu humain? Les tissus sont prélevés sur des donneurs décédés depuis moins de 24 heures qui n'ont pas de critères d'exclusion. Les critères d'exclusion, je ne les mentionnerai pas nécessairement ici parce que ce n'est pas une formation sur ça, mais c'est les critères qu'on peut reconnaître là, sur les cartes aide-mémoire ou sur les différentes procédures qui sont affichées dans vos postes de garde. Les tissus les plus
populaire en termes de connaissance des tissus humains. On parle beaucoup des tissus oculaires, mais outre les tissus oculaires, il y a d'autres tissus, donc les tissus cardiaques, les tissus cutanés, les tissus artériels, musculo-squelettiques, qui permettent là, de pouvoir greffer des personnes en attente d'une chirurgie. Donc, un seul donneur de tissu peut donner, c'est marqué jusqu'à, mais je pourrais même dire peut aider plus de 20 personnes, tout dépendant du nombre de tissus qui sont prélevés. Et des exemples concrets, bien, les tissus cutanés peuvent aider à soigner les grands brûlés et la greffe de cornée peut aider à recouvrir la vue pour une personne qui aurait eu un accident. On se demande des fois, hein, c'est quoi la distinction entre le don d'organes, le don de tissu, c'est quoi l'organisme qui s'en occupe? Et bien sûr, hein, cette semaine, c'est la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Donc, rapidement, je vais vous montrer que bon, le don d'organes est géré par Transplant Québec, le don de tissu par Héma-Québec. Et on est loin d'être des compétiteurs. Au contraire, on est très, très complémentaires parce qu'un donneur d'organes peut devenir un donneur de tissu également. Donc, on a souvent des donneurs conjoints. Donc, on a une façon de travailler ensemble qui nous est propre. Donc, je voulais quand même mettre la table sur la distinction entre les deux organismes. En chiffres, on peut peut-être peser sur le Hunter, s'il vous plaît, Stéphanie. Donc, en chiffres, l'année dernière, c'est tout chaud, là, on vient de les calculer. Là, vous êtes les premiers à qui je les présente. Donc, on estime qu'il y a à peu près 78 000 décès qui ont eu lieu l'année passée. Si on est très conservateur, 40 de ces décès-là pourraient être des donneurs potentiels de tissu. Donc, on voit un peu plus de 31 000. L'an dernier, les recommandations qu'on a reçues à Héma-Québec, c'est 5 778. Et le chiffre qui fait sursauter souvent, c'est quand on parle de donneurs déclinés. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 4 000 donneurs déclinés. Et il y a des raisons que je vous ai mis à côté, là, des exemples du pourquoi on pourrait décliner un donneur. Sachez que nous, on a la responsabilité d'offrir des tissus sécuritaires et de qualité hein, aux fins de greffe. Donc, à toutes les étapes du processus, on se doit de mettre des filets de sécurité pour s'assurer de cette sécurité-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des donneurs déclinés et c'est aussi pour ça qu'on doit avoir un maximum de recommandations au niveau des donneurs potentiels pour être en mesure de répondre aux besoins de greffe. Donc, l'an dernier, on a prélevé 1037 donneurs et je vous ai dit qu'un donneur pouvait donner plusieurs tissus. Ce qui fait en sorte que l'année dernière, l'année financière qui vient de se terminer, on a distribué plus de 7000 tissus humains au centre hospitalier. C'est un surplus de, c'est un surplus de plus de 2000 face à l'année précédente. Puis c'est sûr que le mandat de distributeur unique n'est certainement pas inconnu à cette augmentation-là. Donc maintenant, je vous ai donné des chiffres, je vous ai donné la théorie, mais le don de tissu, c'est porteur de sens. Oui, pour ceux qui vont être greffés, mais aussi pour les familles endeuillées qui doivent répondre pour un être cher à la suite de leur décès et entamer un processus de deuil. Donc, je trouvais ça important, il m'apparaissait vraiment important d'avoir des vraies personnes, une vraie famille qui vous parle de ce sens-là que ça a eu à la suite du décès de leur petit garçon. Et j'en dis pas plus, je leur laisse la parole et on pourra s'en reparler ensuite. Mon nom est Hélène Roy, je suis pédiatre. J'accompagne des enfants gravement malades tout au long de leur maladie jusqu'en fin de vie. Moi, je suis Marc-Claude, la maman de Félix-Antoine. Je suis Éric, le papa de Félix-Antoine. On est ensemble depuis 2009. Éric, lui, avait déjà une fille plus vieille, Bianca, qui a aujourd'hui 17 ans. Puis on a eu ensemble Alexis qui a 9 ans, Noémie qui a 7 ans, puis Félix-Antoine qu'on appelait Filou, qui est né en 2015, puis avec 4 ans lors de son décès en 2019. Mon rôle à moi comme médecin qui accompagne la famille, l'enfant malade, c'est de soulager non seulement la souffrance physique, mais la souffrance globale, la souffrance spirituelle, psychologique. Félix, il était vraiment actif, il patinait, il faisait du patin, il aimait ça jouer au hockey. Du haut de ses 4 ans, il faisait du snow. En 2019, c'est pas mal comme ça que ça s'est passé. Un été de camping, tout était beau. C'est à partir de ce moment-là que Félix a dit qu'il avait mal à la tête. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a été au centre hospitalier, puis qu'on a découvert qu'il y avait une tumeur au cerveau. C'était glioblastome, dans le fond, finalement stade 4.
3 jours après, ils l'ont opéré d'urgence. Quand il s'est fait opérer, en plus, on a demandé, est-ce que, y a-t-il possibilité que ça repousse la tumeur? Puis, c'est jamais arrivé. T'sais. C'est quand on est allé au centre de réadaptation, elle avait tout le temps mal à la tête encore. Puis là, ils ont dit, on va retourner faire une résonance. Puis c'est quand ils ont fait la résonance que là, ils ont fait, c'est là le problème. La masse a repoussé au complet. Là. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on a été transféré vers le centre de palliatif. Tout ça, ça a été en si peu de temps, là, 1 mois et demi, que ça a duré. Tu sais, quand on arrive vers la fin comme ça, c'est que on sait pas où se projeter. Là. Il va-tu vraiment partir? Parce que, tu sais, dans notre tête, il va toujours être là. Puis quand il est parti, il a attendu que les deux, on soit dans le lit. Là. Puis là, quand on s'est assis, c'est là qu'il est parti. Fait que, tu sais... Premièrement, le décès d'un enfant, ça n'a pas de sens. C'est une absurdité. Puis il n'y a pas de raison. On ne doit pas chercher la raison, puis ça n'a pas de sens. Mais comment donner un sens à tout ça? Nos patients nous le disent, de quoi ils ont peur quand la fin de vie arrive. Ils ont peur de souffrir, de voir leurs parents souffrir, puis d'être oubliés. Ils ont besoin de laisser une trace derrière eux. Puis pour moi, le don de tissu, ça va dans ce sens-là, de redonner la vie à quelqu'un d'autre, de redonner la vie à un autre enfant. Ça va peut-être donner peut-être un peu de sens à tout ça. Il y a un grand besoin de dons de tissu au Québec et je dirais même surtout en pédiatrie. Il n'y aura pas de moment parfait. Il faut tout simplement aller de l'avant puis en parler. Est-ce qu'on doit en parler avant le décès, après le décès? Je pense que ça vient un peu de façon naturelle. C'est jamais pareil. Hein. Mais j'ai jamais eu personne qui était fâché parce que j'ai parlé de dons de tissu. Au contraire. Il y a des critères d'exclusion pour le don de tissu. Il y a des fois où je le sais vraiment qu'on ne pourra pas aller de l'avant. Si je ne suis pas certaine, j'appelle les coordonnateurs à Emma Québec, je leur parle de la situation. Et puis là, oui, si je pense que c'est possible, j'en parle à la famille un peu avant le décès. Même si on a des appréhensions, on a peur de la réaction de la famille ou du patient. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Pour le personnel, justement, là, qui hésite, c'est simple. La pire chose qui peut arriver, c'est que ça soit non. Nous autres, quand il est parti, on était tous en famille, puis tu penses pas nécessairement à ça non plus. Là. Il faut que quelqu'un qui vienne t'approcher. On a été accompagnés avec le personnel soignant pour tout ça, donc on ne regrette rien, puis on aurait plus regretté de ne pas l'avoir fait ou de ne pas avoir été au courant qu'on pouvait faire ça. Tu inverses le rôle, puis tu te dis, toi, là, si ça t'arrive là, maintenant, là, puis que tu aies une valve cardiaque qui arriverait d'un matin, là, c'est sûr que tu aimerais ça l'avoir, c'est sûr. Tu laisserais pas ton enfant mourir. Là. Puis même entre collègues, on en parle entre nous, ça nous fait du bien. Souvent, c'est « J'en parles-tu, Hélène? » Je dis « Ben oui, je pense que ça va t'apporter à la famille pas mal plus de positif que de négatif. » Quand c'est possible d'aller de l'avant avec le don de tissu, ça nous apporte comme médecins, comme soignants, un certain baume, un certain sens dans tout ça. Et puis de savoir que, justement, on peut redonner la vie, la qualité de vie à un autre enfant, pour moi aussi, ça m'apporte un peu de soulagement parce qu'à chaque fois, c'est difficile. Je dis toujours aux parents, il n'y a pas d'urgence là, à quitter ou prenez votre temps, passez le temps que vous avez besoin avec votre enfant. La décision revient vraiment à la famille. Puis la décision qu'ils vont prendre, je leur dis, ça va être la bonne. C'est votre décision. Je veux tout simplement pas qu'il y ait de regrets. Et c'est pas une obligation pour vous d'accepter. C'est une obligation pour moi de vous le proposer, mais ce n'est pas une obligation pour vous d'accepter. Tout le monde s'est mis à signer leur carte autour de nous, là. Puis, il n'y a personne qui a dit « voyons donc ». Nous autres, nos enfants, Alexis, 9 ans, puis il pouvait signer sa carte, là. Puis on y a expliqué, tu sais, puis il l'a signé. Pour les frères et sœurs, c'est bien important. Mon frère, c'est un héros. Mon frère, c'est un surhumain. Mon frère, Hélène, il continue à vivre dans le corps d'un autre enfant. Mais ça me donne des frissons. Puis je pense que ça leur apporte aussi un sentiment de fierté. Aujourd'hui,
Jamais qu'on ferait le contraire, là. On y pense encore, puis on leur ferait exactement la même chose. Félix-Antoine s'est rendu un héros, là. Fait que, c'est sûr que ça nous aide à faire le deuil, là. C'est facile pour faire le deuil pour ça, là. Je pense on pourrait arrêter le webinaire ici, puis on aurait compris le sens de tout ça. Moi, je reste émotive. Je l'ai vu souvent quand même en préparation de ce webinaire, puis je reste émotive à toutes les fois que je le vois, puis je vois les petits cœurs qui approchent vraiment. Bravo à la famille qui a fait le témoignage, hein, parce que c'est pas évident. Puis vous voyez qu'il y a vraiment un sens avec le don de tissu. Et comment on fait pour identifier et recommander un donneur? Je vais y aller rapidement parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une formation sur la recommandation, mais pour qu'on soit un petit peu au même diapason, on peut changer la diapo, Stéphanie, s'il vous plaît. Donc, en fait, nous, là, je vous l'ai dit, hein, on est experts pour prélever, transformer, distribuer, mais le petit bout qu'on n'a pas, comment je pourrais dire ça, où on n'a pas de pouvoir nécessairement, Emma Québec, c'est d'avoir accès à ces donneurs potentiels-là. Et vous êtes nos yeux sur le terrain, vous allez l'entendre de plus en plus quand je vais aller vous rencontrer dans les centres hospitaliers, quand on va aller vous donner des formations, etc., que dans le fond, sans vous, on n'est pas en mesure d'identifier un donneur potentiel, donc on a besoin de vous pour ça. Donc, la façon de le faire, quand il y a des critères d'exclusion, c'est ceux qui sont indiqués ici à la diapo, qui sont aussi sur votre petite carte, sur les procédures. Donc, à la suite du décès, est-ce qu'il y a des critères d'exclusion? Oui. On ne recommande pas, on ne va pas de l'avant. Non, on appelle Emma Québec et ensuite on fait une recommandation pour le don de tissu. Prochaine diapo. Ah oui, je vous rappelle, comme on l'a indiqué dans la vidéo tout à l'heure, selon la loi de santé et services sociaux, il est du devoir professionnel de chaque du personnel soignant en établissement de santé d'identifier et de recommander les donneurs à Emma Québec. Et ça, c'est une notion qu'on ne connaît pas toujours. Donc, on peut y aller avec les diapos complètes. Oui, donc en fait, comme je vous dis, je ne verrai pas dans le détail, mais il y a deux façons de recommander. Il y a soit la façon plus classique, donc après le décès, il y a un décès, donc préférablement dans l'heure suivant le décès ou dans les heures, parce qu'on sait qu'on a 24 heures pour prélever le donneur. Donc, on se doit d'identifier les critères d'exclusion et de recommander à Emma Québec après le décès. Sinon, il y a une nouvelle façon depuis l'an dernier qui est, si on va à la diapo suivante, donc la recommandation avant le décès, parce qu'avec l'aide médicale à mourir, hein, c'est la seule fois dans la vie qu'on va avoir la mort qui est plus planifiée. Donc ça fait en sorte qu'on peut identifier un donneur potentiel dès que l'AMM elle est acceptée et qu'on peut débuter différentes étapes du processus avec la personne de son vivant. Donc ça amène plusieurs points positifs que je détaillerai pas nécessairement aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir sur notre site Internet les différentes informations et aussi le webinaire de l'année dernière tenait sur l'aide médicale à mourir. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé à en savoir plus, à aller voir ce webinaire-là. Donc maintenant, on a identifié, on a appelé Emma Québec, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? On dirait qu'on ne sait pas trop, même plusieurs d'entre vous, probablement, vous avez déjà appelé Emma Québec, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, moi, il m'apparaissait hyper pertinent d'avoir des personnes qui le travaillaient, parce que moi, je pourrais vous le dire, hein, avec une diapo, on peut dire n'importe quoi, mais je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens d'avoir des personnes qui le font, qui sont au bout du fil ou qui sont sur le terrain pour la suite des choses. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Jessica pour vous parler de ce qui se passe une fois la recommandation, parce qu'elle fait partie de l'équipe des coordonnateurs qui reçoivent votre appel. Et ensuite, Wendy, qui travaille au CUSUM, pourra vous donner des trucs et astuces là, pour une approche réussie. Et je tiens à les remercier et à les féliciter pour leur courage parce que ce n'est pas leur travail dans la vie de faire des webinaires. Donc, elles ont vraiment à cœur cette cause-là et j'espère en tout cas que ça va être bénéfique pour vous dans le futur. Donc, Jessica, je te laisse la parole. Merci Sabrina pour la présentation. Donc, évidemment, à quoi nous, on s'attend au fond de recevoir de la part là, de nos collaborateurs? Eh bien, évidemment, lorsque vous faites une référence, vous êtes invité à laisser là, le prénom, nom de famille du patient, ainsi que son numéro d'assurance maladie. C'est vraiment là,
trois principales informations qu'on a besoin, nous, pour effectuer une vérification auprès des différents registres. Va avec ça, évidemment, la date de naissance qu'on retrouve également dans le numéro de RAMQ et la signature ou non au verso de la carte d'assurance maladie. Ces informations sont requises, oui, pour permettre justement une vérification dans les registres. Je rajouterais même qu'une autre donnée importante, le nom du centre hospitalier dont vous faites la référence, ainsi que le numéro de téléphone et le poste du centre qui fait la référence. Pourquoi? C'est simple, en fait, nous, on ne veut pas votre numéro de téléphone personnel. On essaie de retourner les appels le plus rapidement possible, mais on ne voudrait pas vous appeler pendant que vous soyez là, au volant de votre voiture. On veut vraiment s'entretenir avec les personnes qui ont le dossier physique du patient là, sous les mains. D'ailleurs, toutes les informations obtenues sont confidentielles. Hein. On ne peut pas là, recueillir plus d'informations que les informations que j'ai lues là, dans la diapositive précédente, étant donné qu'il y a une loi qui protège les renseignements médicaux des personnes décédées. Alors, sans consentement du patient, ces informations-là ne peuvent nous être transmises. Et si jamais la famille accepte le don, mais qu'on n'a pas de consentement, il va falloir attendre qu'Héma-Québec se soit entretenu avec la famille pour obtenir un consentement légal enregistré là, pour ensuite là, faire la demande pour le dossier médical. Donc, je poursuis à la prochaine diapositive. Pourquoi vérifier les registres de consentement? Bon, bien, évidemment, c'est ce qui va vous permettre vraiment à vous de voir là, comment on va procéder. On cherche vraiment là, à ce qu'on représente. Là, ici, vous avez trois façons de faire là, sur la diapositive. Donc, la première à la toute gauche, eh bien, c'est vraiment, bon, le décès est survenu, on fait la référence. Le pourquoi c'est important de faire la recommandation avant de parler du don auprès des familles, c'est que ça va avoir une grande différence au niveau de votre approche, au niveau de ce que vous allez dire à la famille. C'est pourquoi si vous avez, exemple, vous êtes sur les soins palliatifs, moi, je vous recommande de faire la référence avant que le patient décède pour voir justement s'il est éligible au don ou non. Les registres vont nous permettre de voir s'il y a un consentement. Et si on a un consentement, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire l'approche auprès de la famille. C'est Héma-Québec qui va s'en occuper. Par contre, ça arrive souvent qu'on n'a pas d'inscription dans les registres. Et c'est là que vous entrez en poste. Au fond, on a besoin de vous là, pour établir la connexion entre les familles des potentiels donneurs et Héma-Québec. Évidemment, bon, si il y a un refus auprès des registres, eh bien, c'est simplement là, une fin de processus. Alors, s'il n'y a pas eu d'approche, eh bien, la famille ne saura même pas là, que les démarches là, auront été entamées. Je crois que c'est vraiment, oui, pertinent dans la mesure, là, justement, où ça va vous permettre de voir comment aborder les choses. Justement, il y a différents exemples dans le cas où on a pas de consentement, aucune inscription dans les registres. Moi, je vous invite même les familles à mentionner, les familles, le personnel soignant, pardon, hein, je déparle un petit peu, il y a un petit peu de nervosité de mon côté. Moi, j'invite souvent à dire, monsieur, madame, votre proche, votre être cher là, pourrait être un candidat éligible là, pour les dons. Cependant, il n'y avait aucune inscription dans les registres en ce qui concerne son consentement. C'est à vous que revienne la possibilité là, de choisir si oui ou non vous voulez que le don puisse avoir lieu. Toutefois, à ce stade-ci de l'approche, on ne demande pas que la famille statue sur est-ce qu'ils veulent un don ou est-ce qu'ils refusent les dons. Ce qu'on demande vraiment, et c'est là de faire la distinction, est-ce que la famille accepte de recevoir l'appel d'Héma-Québec afin qu'Héma-Québec communique avec eux, puisse justement répondre à leurs interrogations, parler du don de tissu, en quoi ça consiste, combien de temps aussi ça va prendre, parce qu'on s'entend qu'on entre dans le vif, là, les familles ont une douleur qui est très prenante, qui est très soudaine souvent, et puis nous, les délais sont plus ou moins serrés, donc il n'est pas rare qu'au bout de 2 heures, là, on soit déjà en ligne avec la famille. C'est un processus qui peut varier entre, je dirais, une vingtaine de minutes et 1 heure, un peu plus d'1 heure, là, dépendamment des tissus qui sont ciblés et des circonstances entourant le décès. Donc, le fait de faire une approche vraiment dans l'ordre qui est précisé va vraiment favoriser là, toute cette communication là, autour de ça. Évidemment, on comprend que certains départements, comme l'urgence, ça se passe un peu différemment, on essaie de s'adapter, mais en somme, c'est vraiment, là, en se fiant à ça, ça va vraiment vous aider à vous à savoir comment cibler les choses, comment approcher auprès d'une famille là, et voir là, comment
comment les choses vont aller parce que d'un autre point de vue non plus, on ne veut pas créer de faux espoirs. Souvent, les familles, puis c'est bien témoigné dans la vidéo là, qu'on a assistée, ça peut créer de l'espoir. Puis, on ne veut pas non plus que parce que la famille accepte notre appel, que la famille croit que le don est accepté et qu'ils n'ont aucune démarche à faire. On a un questionnaire sur le passé médical et social qui est très invasif. On rentre vraiment dans l'intimité du patient et ça nous prend quelqu'un qui connaît justement très bien le patient. Donc, tout ça vient s'ajouter aux paramètres là, de sélection du bon donneur, là, du bon candidat là, pour nos plages qui sont planifiées. Ensuite de ça, bien évidemment, là, si jamais la famille souhaite quitter rapidement, moi, j'invite tout de même, tu sais, à leur demander simplement, est-ce que vous accepteriez là, qu'Emma Québec entre en communication avec vous? De cette façon-là, vous faites l'approche, même si on n'a pas eu le temps de vous rappeler. C'est des choses qui arrivent bien souvent. On est conscient et puis à ce moment-là, il n'y aura pas de soucis de notre côté. Si jamais le décès survient durant la nuit, bien évidemment, on a notre numéro avec une boîte vocale. Vous êtes invité à laisser un message sur la boîte vocale avec les informations que j'ai énumérées un peu plus tôt. Nom, numéro de téléphone, le numéro de RAMQ va vraiment là, être les informations là, qui vont nous aider là, à vous rappeler là, et à vous informer là, des registres. Ensuite de ça, pour la prochaine diapo, on a la conversation avec les proches. Donc, évidemment, on ne demande pas au personnel soignant d'être des experts en ce qui concerne la possibilité du don de tissu. C'est impensable, étant donné que vous avez quelques critères francs là, qui apparaissent sur les cartes que vous traînez souvent avec votre badge, mais je tiens à vous informer que chez Emma Québec, on a quand même un cartable de 3 pouces rempli de critères d'exclusion ou de particularités, dépendamment des cas. Alors, soyez rassurés que lorsqu'il y a des questions qui sont précises, pointilleuses, n'hésitez pas à les rediriger vers nous. C'est nous, vos spécialistes en don de tissu. C'est vraiment nous qui allons pouvoir là, évaluer là, les circonstances. Puis je vous dirais même que lorsque vous hésitez, le médecin l'a très bien mentionné dans la vidéo, elle entre en communication très, très souvent auprès de nous et va nous poser des questions. Tel critère, est-ce qu'il est éligible ou non pour les dons de tissu? Parce que ça aussi, ça fait toute une différence à savoir, bon, mais si finalement tel critère ne le rendait pas éligible, on ne va pas faire une approche pour rien, on ne va pas faire une référence pour rien non plus. Si jamais, évidemment, là, on a des refus de la part des familles, c'est important aussi de nous aviser. Des fois, c'est des petites notions là, qui sont oubliées. Là. Alors, évidemment, on a besoin, du personnel soignant parce que vous êtes nos yeux sur le terrain. Vous êtes les personnes qui allez pouvoir nous donner vraiment un descriptif clair et net de la situation. Si on prend, par exemple, les gens accidentés de la route, c'est important de savoir les traumas. C'est quoi exactement? Est-ce que ça disqualifie certains tissus? Dans la tranche d'âge qui l'appartient, peut-être que finalement, là, il ne pourra plus là, offrir tout ce dont on peut penser. Alors, voilà, là, c'est ce que j'avais un peu à dire là, par rapport à ce diapo. Ensuite, comment se déroule le don de tissu? Et bon, de notre côté, effectivement, on fait une vérification auprès des différents registres, donc la RAMQ, RDOQ ainsi que la curatelle publique. Par la suite, eh bien, c'est là qu'on va recommuniquer avec vous pour dire, bon, est-ce qu'on avait une inscription? Est-ce qu'on avait consentement? Pas d'inscription ou un refus. C'est ce qui va nous permettre là, de voir comment on procède par la suite. Ensuite de ça, eh bien là, on entre en communication avec les familles et par la suite, eh bien, on va coordonner vraiment là, le tout jusqu'à nos installations pour faire les prélèvements. Les proches auront sans doute plusieurs questions à vous poser. Encore une fois, je le répète, on ne vous demande pas d'être nos spécialistes. C'est possible que vous n'ayez pas de réponse à leur offrir à ce moment précis. C'est pour ça c'est de notre côté là, que ça va se poursuivre. Mais voici des exemples là, des questions qui reviennent très souvent. Est-ce que mon proche pourrait être exposé au salon funéraire? Eh bien, oui. En fait, oui, étant donné que les prélèvements qu'on effectue auprès là, des potentiels donneurs sont sur des zones ciblées qui ne sont pas exposées lors de funérailles. Et on le sait, les thanatologues sont des experts en termes de camouflage. Donc, il n'y aura aucun souci au niveau de la présentation du corps. Alors ça, vous pouvez même déjà amener les familles là, à les rassurer à cet effet, étant donné que c'est souvent là, des questions qui sont adressées. Ensuite de ça,
qu'en est-il de la confidentialité des informations sensibles? Bon, bien, effectivement, toutes les données sont confidentielles, hein. On le dit. Moi, quand on me fait une référence, si on me remet la cause de décès, la date et heure de décès, je n'ai pas le droit de les prendre en note. Légalement, tant que je n'ai pas fait de vérification auprès des registres, je n'ai pas le droit. Donc, ça fait qu'on répète les questions par la suite. Il faut savoir également que les consentements sont faits de sorte à ce que l'information provienne du centre hospitalier et soit acheminée vers Héma-Québec. À l'inverse, par contre, le consentement ne va pas en ce sens. C'est la raison aussi pourquoi, quand c'est décliné, que ça ne fonctionne pas, les raisons doivent rester confidentielles. C'est vraiment des lois là, qui encadrent tout ça. Alors, ce n'est pas une mauvaise volonté là, de la part des coordonnateurs auprès d'Héma-Québec, c'est vraiment qu'on respecte là, les règles qui sont mises en place afin aussi là, de respecter la confidentialité et les informations qui pourraient être sensibles là, appartenant au potentiel donneur. Je passerai par la suite. Écoutez, moi, de mon côté, je crois avoir quand même sommairement tout bien énuméré. Je passerai la parole à notre collègue Wendy Sherry, qui, elle, est en partenariat justement là, au CUSUM là, et qui est notre infirmière ressource là, sur le plancher. Alors, Wendy, c'est à toi. Merci, Jessica. Bonjour tout le monde. Moi, ça va faire 20 ans à l'automne que je travaille en don. C'est quelque chose qui me tient au cœur. Je m'en souviens quand j'ai commencé mes premières approches, j'avais juste des noms. C'est pas parce que j'ai mal fait. J'étais nerveuse, c'est sûr, mais c'est juste tombé comme ça. C'est sur mon 5e qu'une famille avait dit oui, puis là, j'ai paniqué tout raide parce que je ne savais pas quoi faire avec un oui. Mais une chance que j'avais des équipes alentour de moi qui m'ont beaucoup supporté et m'aidé. Et c'est toujours un privilège, même après 20 ans, de rencontrer les familles qui me donnent le temps de parler du don, soit don d'organes et soit don de tissu, qui posent leurs questions. C'est toujours très important, puis c'est quelque chose que je fais avec cœur. Donc, en termes de don d'organes et de tissu, c'est toujours le bon moment. Ça, c'est pour trouver le bon moment. Même des fois, on travaille en soins PAL, on travaille à l'urgence, on travaille aux soins intensifs. L'idée, c'est que même si on a le temps de faire un rapport, soit avec le patient ou leur famille, ou si même on a juste quelques peu de temps, en termes d'heures qu'on a rencontré la famille, c'est toujours trouver le bon moment. C'est quand on parle des décès. On donne la chance à la famille d'absorber les nouvelles que leur être cher est décédé. En soins PAL, souvent, c'est déjà parlé d'avance. Donc, on peut planifier d'avance aussi. On peut parler de don de dessus plus vite. Mais souvent, on essaie de séparer le moment de l'annonce décès puis la demande pour le don de dessus. Donc, ça nous donne le temps aussi de regarder des critères d'exclusion. Puis si on a des questions, d'appeler à Héma-Québec, puis parler avec Jessica, c'est elle de garde cette journée-là, poser des questions. Ça, j'ai souvent fait. Puis ça m'aide parce que là, je sais c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qui est éligible ou qu'est-ce qui n'est pas éligible. Donc, quand je rencontre mes équipes et on décide comment on va procéder, on décide ensemble. Souvent, je vais accompagner les équipes ou c'est eux autres qui décident de faire l'approche pour l'intérêt, établir l'intérêt. Donc, quand on a la bonne personne, la manière qu'on établit l'intérêt, c'est pas qu'on demande à la membre de la famille, est-ce que vous pensez de faire ce sera une bonne idée de faire un don de tissu, c'est que est-ce que votre être cher veut faire un don de tissu? À ce moment-là, on a déjà vérifié les registres, puis on a la réponse. On a déjà parlé avec Jessica ou quelqu'un d'autre. Puis là, on partage les résultats avec la famille. Donc, la bonne personne peut être le médecin, comme on a vu dans la vidéo. Ça peut être une infirmière. Ça peut être, on a même des membres des équipes spirituelles au Québec qui fait des approches aussi. C'est juste ça peut être une travailleuse sociale. Donc, c'est juste pour avoir la bonne personne qui connaît bien la famille. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir un plan ensemble. Donc, la bonne façon, c'est qu'on établit un plan. Comment on va faire ça? On ne veut pas arriver dernière minute puis lancer ça. Ça va souvent, quand on fait ça, ça tombe très mal. Puis la famille ne comprend pas
parce que c'est trop d'informations en même temps. C'est pas le bon moment. Donc, donner le temps à la famille de reprendre leur souffle, puis là, les approcher dans un autre moment. Donc, l'humanisme et l'empathie, c'est toujours important. Donc, pour faire l'approche, tout le monde me demande, mais comment je vais faire l'approche, Wendy? Donc, si quelqu'un sur votre étage a déjà fait une approche, donc cette personne peut partager leur expérience, leur nervosité. Puis souvent, je leur dis à la famille, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est super important. J'ai communiqué, selon la loi 125, j'ai communiqué avec Emma Québec et votre aide-chère est éligible pour le don de tissu. Et là, on a trouvé un consentement. Ou si on n'a pas trouvé de consentement, c'est à vous autres. Est-ce que vous pensez que votre aide-chère serait intéressée à faire le don de tissu? Et c'est ça la bonne, prenez votre temps, dis haute voix que vous êtes nerveuse. C'est toujours le fun, c'est avec l'expérience, il y a un champion ou championne sur l'unité qui peut peut-être coacher les autres. Il y a quelques semaines, j'avais une infirmière dans une unité soins intensifs. Nous autres, je pense qu'on s'est parlé 4 ou 5 fois durant la journée parce qu'elle était super nerveuse, elle n'avait jamais fait d'approche, puis elle voulait juste avoir un peu de support. Donc, on a fait ça ensemble. Puis ça a super bien été. La famille ont décliné le don. Elle était super déçue, mais elle a fait ça à bon moment. C'est la bonne personne, puis la bonne façon. Puis c'est ça qui compte. C'est pas nous autres de décider qu'est-ce qui va être la réponse. Finalement, c'est sa famille qui va décider s'il veut aller à l'avant ou non. Donc, ça, c'est la meilleure chose. Donc, il y a un petit exemple sur le diapo. Comme professionnel de la santé, je dois aborder un sujet important avec vous. Donc, vous allez trouver vos propres mots. Ça, c'est une idée, mais au moins, ça, c'est un guide. Un guide, c'est toujours important parce que ça nous donne un peu d'appui quand on n'a jamais fait une approche. Et est-ce que j'ai un autre après? Je pense que c'est le dernier. Est-ce que je ne m'en souviens pas, c'est celui-là, c'est à moi aussi? Ou oui, en fait, Wendy, tu l'as mentionné d'emblée dans tes explications. Donc, effectivement, donc ces informations-là ont été abordées. Donc, si on fait un wrap-up rapide, dans le fond, on se rappelle que on ne veut pas un oui au don. Oui, je veux qu'il soit donneur. On veut que la famille ou les proches acceptent à ce que Emma Québec communique avec eux pour leur parler d'option du don, pour répondre à leurs questions. Puis ça, c'est dans le but de faire un choix éclairé. On ne va jamais obliger personne et on ne vous demande pas d'obliger personne non plus à dire oui ou non au don. Par contre, comme l'a expliqué Jessica et un petit peu aussi Wendy, selon la réponse aux différents registres, on n'est pas toujours dédouané de communiquer avec la famille. Donc, on a besoin de vous pour avoir ce lien avec la famille. Donc, si les proches sont favorables à explorer l'option du don, on confirme à l'équipe, on donne les informations, etc. C'est quoi le meilleur moment pour communiquer avec eux? Sinon, s'ils refusent, le processus prend fin. Puis préférablement, on note l'information dans le dossier de la personne du défunt pour qu'on sache que l'approche au don a été faite. Si tu peux juste rajouter quelques affaires. Des fois, l'équipe va parler avec Emma Québec, puis on ne peut pas aller à l'avant. Donc, on encourage, parce qu'on fait ça déjà, ce côté en pédiatrie chez nous, puis on encourage ce côté adulte aussi, que c'est toujours bon de parler avec la famille, que vous avez fait des démarches pour savoir si leur aide-chère est éligible pour le don. Comme ça, la parenté n'arrive pas à la maison et dit « Ah, personne ne m'a parlé du don, je ne sais pas si tu es éligible ou non. » Comme ça répond à leurs questions. Ils ne pensent pas qu'il y avait quelque chose oublié, que l'équipe a bien fait le travail. Donc, je vous encourage de partager cette information avec eux. Puis, n'oublie pas que souvent, quand tu te trouves qu'il y a un donneur de multitissus, il y a un transport à la Ville de Québec. Donc, peut-être poser cette question-là. Même moi, quand j'approche les familles, ce n'est pas moi qui fais le consentement avec les familles. Moi, j'explore l'intérêt, on explore les valeurs de leur aide-chère. Et là, j'ai dit, bon, c'est Emma Québec qui va vous appeler, j'ai leur nom, des numéros de téléphone. Et là, la reste passe avec eux autres. Puis ça va super bien. C'est comme travail d'équipe, c'est quelque chose comme en équipe.
c'est quelque chose qui est facile à mettre dans notre conversation soins fin de vie. Puis je vous encourage à pratiquer même avec un collègue ou quelque chose pour vous aider à trouver des mots. Merci. Merci beaucoup, Wendy. En fait, vous voyez, hein, on a toutes des passionnés autour, je vais dire autour de l'écran, on a 1 heure malheureusement. On aurait bien aimé avoir un webinaire de 2 heures avec vous. Donc, dans le fond, vous avez vu pendant que Wendy parlait, il y avait différentes citations qu'on a recueillies au courant des dernières années. Si on peut aller à la précédente, Stéphanie, quelques secondes. Il y a vraiment un sens autour de ça. Moi, j'ai demandé aussi à mes collègues de préparer des histoires dans le sens des moments de leur carrière où il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé et de vous les partager. Là, on a très peu de temps parce qu'on veut prendre vos questions aussi. Donc, on va escamoter ce petit bout-là, mais quand même, si vous voulez rester à la suite puis vous voulez entendre les histoires, on pourra rester un petit peu plus longtemps pour ceux qui ne doivent pas retourner là, à 13 heures travailler, puis on pourra vous donner, vous partager quelques expériences vécues là, où ce qui a fait en sorte que Wendy et Jessica sont encore aussi passionnés après plusieurs années au niveau du don de tissu. Donc, si on passe à la prochaine. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que, dans le fond, dans la dernière année, là, même dans les dernières années, je devrais dire, les dons de tissu ont permis de changer la vie de milliers de personnes. Ça, c'est le sens propre du don de tissu qu'on pense aussi. De prendre la décision de faire un don de tissu constitue un droit qui appartient au défunt et à ses proches. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce droit puisse être exercé. C'est pour ça que je rappelle hein, la phrase magique, vous êtes nos yeux sur le terrain, vous devez nous identifier et recommander tout donneur potentiel et avoir la discussion lorsque vous aurez eu les indications de Jessica et son équipe pour aller de l'avant. C'est votre devoir professionnel de le faire. Et moi, c'est facile de vous dire ça aujourd'hui. C'est pas moi qui parle avec les familles endeuillées. Je suis pas sur le terrain quand ça arrive. Je le sais que ça peut être difficile, surtout, comme le dit Wendy, dans les premiers temps où on fait cette approche-là. Mais sachez que de ne pas aborder l'option du don, après avoir eu les indications d'Emma Québec, bien, ça équivaut à prendre la décision à la place de la personne décédée et de ses proches. Et souvent, dans ces contextes-là, le deuil vient de commencer, on est dans plein d'émotions, on n'y pense pas nécessairement. On est peut-être pro-don, peut-être même moi, ça va m'arriver un jour d'être hyper pro-don, mais de ne pas penser à aborder le sujet avec le personnel soignant. Donc, c'est vrai, on a vraiment besoin de vous pour aborder ce sujet-là avec les gens pour qu'on puisse faire respecter, dans le fond, les volontés des personnes. Si on passe à la prochaine. Donc, quelques outils disponibles très, très rapidement sur notre site Internet. Il y a différents outils, communication avec la famille, questions fréquemment posées. Vous voyez, hein, l'ancien logo, on a un nouveau logo maintenant. Donc, on est en train de travailler très fort avec l'équipe de Stéphanie pour revoir au goût du jour nos différents outils. Donc, ils seront disponibles là, bientôt. On pourra vous en informer. Il y a aussi une formation créditée en ligne qui vous donne 1 heure de crédit qui vous permet de savoir comment faire la recommandation classique, donc à la suite du décès d'une personne. À Emma Québec. Je vous invite à aller la faire sur notre site Internet. C'est gratuit. Et maintenant, avant de passer à la période des questions, je vous dirais, ben, c'est à vous de jouer maintenant. J'espère que, bien que très court, ce webinaire vous a permis de comprendre le sens, de vous donner quelques outils pour être un peu plus à l'aise à aborder le don de tissu dans les prochains événements qui vont arriver dans votre vie professionnelle. Puis, ben, je rappelle que vous êtes le premier maillon de la chaîne. Puis, sans vous, il n'y a pas de don. Hein? On peut pas, nous, on n'est pas dans les hôpitaux. On ne sait pas quand il y a un donneur potentiel. On a besoin de vous. C'est vraiment important. Puis, votre travail est porteur d'espoir, autant pour les personnes qui recevront des tissus, mais que pour les proches de celles et ceux qui vont donner. Donc, on l'a vu avec la vidéo et peut-être que si mes collègues ont la chance de pouvoir raconter les histoires qu'elles avaient préparées, vous donner encore plus de sens. Mais sachez que ça a du sens pour tout le monde qui sont dans la boucle, autant du donneur que du receveur. Donc, je laisse la parole à Stéphanie pour la suite. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Jessica et Wendy. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Laissez-moi juste, je vais réactiver. Donc, je viens d'autoriser vos micros, vos caméras. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On a déjà quelques questions là, dans la boîte de dialogue.
Donnez-moi juste un instant, je vais vous remettre la vidéo là, qu'on a vue un petit peu plus tôt. Donc oui, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez la partager avec qui vous pensez que ça pourrait être pertinent. Donc, je vais vous mettre le lien dans la boîte de dialogue. Je vais aussi vous remettre là, l'adresse courriel pour les certificats. Il y a quelques personnes qui ont posé cette question-là. On a une question ici. Est-ce que la famille peut s'opposer au don de tissu malgré le consentement de l'individu décédé? Donc, je vois mes collègues. Oui, Jessica, tu veux y aller? En fait, oui, je me permettrais de répondre étant donné que c'est quelque chose qui arrive assez couramment. Il faut comprendre que le processus téléphonique qu'on peut faire avec la famille, je l'ai mentionné tantôt, varie entre 15 minutes et plus d'une heure, dépendamment des tissus qui sont ciblés, dépendamment aussi du dossier. On s'entend que des cas coronaire autopsie demandent un peu plus de finesse. Alors, oui, si la famille n'est pas en état psychologique de faire les démarches avec nous et qu'ils ne s'attendent pas à faire un entretien téléphonique d'environ 40 minutes, lorsqu'on leur annonce, bien souvent, ils vont se rétracter par épuisement, par souci. Je veux dire, c'est un cocktail d'émotions qu'ils vivent à ce moment-là. C'est une grosse bombe qui vient de leur atterrir dessus. Puis, comme je mentionne toujours aux familles, de ne pas s'en vouloir. Ils ont essayé. Notre mission, c'est avant tout d'exécuter les dons. Mais je dirais que chez Emma Québec, on a beaucoup plus à cœur la santé mentale des familles avec qui on s'entretient que de prélever des tissus pour greffer auprès de receveurs. Même si la mission est tout aussi noble. Donc, je tiens à mentionner qu'on s'attend vraiment à garder ce grand respect-là auprès des familles et à n'importe quel moment, ils peuvent dire « Jessica, stop! J'en ai assez et c'est correct, on va se rétracter, on avise le centre hospitalier et par la suite, là, le dossier est terminé. » Merci, Jessica. On a une question ici de Martine D. Hébert. Est-ce que lorsqu'un signalement est fait à Transplant Québec pour un donneur d'organes, Emma Québec est avisée pour les tissus ou nous devons faire les deux signalements? Question très intéressante ici de logistique. Oui, moi, je suis capable de répondre à ça. La réponse est que Transplant Québec va aviser Emma Québec. Donc, il y a un questionnaire médico-social. Donc, si c'est fait par Transplant Québec, c'est toujours partagé avec Emma Québec. Et dès qu'Emma Québec sont au courant, c'est quoi les tissus, quoi les organes qu'ils vont donner, eux autres vont faire la décision de est-ce qu'il y a des tissus qu'eux autres peuvent prélever. Je m'en souviendrai toujours, j'avais un jeune donneur, on avait des dons d'organes et son frère avait des maladies cardiaques congénitales. Et moi, je t'ai arrangé avec Emma Québec pour s'assurer que les valves cardiaques étaient prêtes prélevées. Donc, oui, on travaille étroitement. Merci, Wendy. On a eu 2-3 questions aussi par rapport aux régions éloignées. Donc, les gens se posent des questions par rapport à ça, étant donné le transport des corps, la logistique, tout ça. Je ne sais pas si répondre à celle-là. Oui. À moins que Jessica, tu veux... Oh, ben non, ben c'est correct, tu peux le prendre, Sabrina. En fait, c'est ça, quand je l'ai dit à quelques reprises, nous avons 24 heures à la suite du décès pour prélever les tissus. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est ça. Et notre endroit de prélèvement, par exemple, il est à Québec, donc pour les tissus humains. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est à Bécomo, considérant tout le temps d'identifier, de notifier à Emma Québec, le retour, tout ça, et le temps de transport. Et je donne toujours l'exemple de Bécomo parce que moi, je viens de là-bas. Donc, ça me tient quand même à cœur. Je viens d'une région un peu plus éloignée des grands centres. Donc, c'est sûr que on est toujours, Jessica et son équipe sont toujours en train de calculer les délais, les temps, tout ça. Donc, plus souvent qu'autrement, les délais vont être un petit peu trop longs pour le transport du défunt là, qui se fait avec des transports funéraires. Donc, souvent, ce sera un frein aux dons de tissus dans les régions éloignées. Mais ça ne veut pas dire tout le temps. Des fois, il y a de la petite magie qui peut arriver, puis je pourrais laisser Jessica compléter parce qu'elle le vit, elle. Oui, en fait, Sabrina a très bien expliqué là, le point là, qu'on peut penser, par exemple, à la Gaspésie qui est aussi, je pense, qui est même plus loin, mais oui, Bécomo, c'est vrai que c'est assez loin. Donc, la distance peut être un souci. Par contre, il faut prendre en considération que lorsqu'on reçoit des références, bien,
vous n'êtes pas le seul centre de référence, hein, on en a plusieurs. Donc, nous, c'est nous qui allons vraiment évaluer en fonction de l'âge des tissus qu'ils peuvent offrir. Donc, c'est sûr que si la référence vient de Bécomo, mais que c'est un homme de 84 ans, je ne veux pas dire qu'on n'ira pas de l'avant, ce n'est pas ça. Mais disons que nos énergies ne vont peut-être pas être misées sur ce donneur potentiel-là si j'ai quelqu'un de 20 ans qui est décédé à Montréal. Comprenez-vous la distinction? Donc, celui de 20 ans va m'offrir vraiment un ensemble de tissus au niveau cardiovasculaire, alors que la personne de 84 ans peut uniquement offrir des dons de tissus oculaires. Évidemment, tous les transports relatifs aux dons sont à la charge de Héma-Québec. Donc, il y a ce barème-là aussi à prendre en considération. C'est ce qui fait que des fois, on va prioriser certains donneurs que d'autres, soit en fonction de leur âge, la région, le délai alloué. Et il faut comprendre également que lorsque le décès survient, comme Sabrina l'a mentionné, on a 24 heures, mais ça, on veut que tous les tissus soient optimisés. Il faut que le corps soit réfrigéré dans les 12 heures suivant le décès. Donc, on a un autre espace-temps qui s'additionne et c'est plein. Comprenez-vous pourquoi je disais tantôt, on ne vous demande pas d'être spécialiste en dons, c'est nous autres, ça, mais il y a plusieurs barèmes à prendre en considération, mais évidemment, on ne veut jamais mettre la pression auprès des familles. C'est important le temps de recueillement et je crois que c'est surtout là-dessus qu'il faut axer de leur, au moins les aviser, leur dire, écoutez, si vous voulez tel don, il y a quand même du délai à prendre en considération. Par contre, si vous avez besoin du temps, prenez-le. Puis, il n'y aura pas, juste mettre en lumière que c'est possible que le don soit plus possible. Oui, puis peut-être en complément de ta réponse, Jessica, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question par rapport au retour du corps à la maison funéraire. Donc, le délai, hein, peut-être que tu pourrais nous expliquer ça. Ça varie toujours d'un cas à l'autre. Il y a des familles qui ont déjà leur maison funéraire. Bien souvent, c'est la maison funéraire de la famille qui va faire le transport, ce qui favorise énormément le travail de logistique à ce sens. Par contre, dans bien des cas, si on y va avec des suicides, par exemple, ou des accidents soudains, accidents de la route, les familles n'étaient pas préparées, pas de préarrangement funéraire. Donc, là, la famille est complètement démunie, ne sait pas du tout où se retourner. Alors, ça arrive que des fois, ça prend 2, 3, 4 jours avant qu'on retourne le corps. Idéalement, on espère le faire dans un délai de 48 heures. Pour ce qui s'apparente au retour du corps et non 48 heures pour les prélèvements. Ça, c'est important de faire la distinction. Donc, je dirais vraiment que c'est du cas par cas et ça arrive bien souvent là, que ça se fait dans le même 24 heures. Donc, on arrive à boucler le tout là, à l'intérieur de 24 heures. Donc, ce qu'il faut savoir en complément, c'est que nous, on n'a pas de morgue là, à Héma-Québec. Là, on fait les prélèvements et on retourne le corps. Mais quand même, justement, en respect du processus du deuil et des arrangements qui doivent être faits pour la famille, bien, nous, on a des partenariats avec différentes maisons funéraires aussi pour, je dirais, entreposer le défunt jusqu'au retour à la maison funéraire choisie par la famille. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Là, on est responsable du donneur là, jusqu'au retour là, à la maison funéraire et pour débuter là, le rite funéraire. Et il y a quelqu'un qui posait la question et c'est Héma-Québec qui se charge des frais aussi de transport. Donc, exactement. Tout est pris en charge. On a ici Charlotte Leroy qui pose la question, peut-être plus pour Wendy, celle-là. Avez-vous des trucs pour aborder le sujet du don de tissu à l'urgence sans brusquer la famille? Le contexte de l'urgence fait que souvent le décès n'était pas prévisible et nous n'avons pas forcément de lien avec la famille établie. Oui, on a fait un outil avec Héma-Québec, donc un pamphlet en anglais et français qu'on donne à la famille. On peut donner à n'importe quelle famille dans n'importe quelle, soit l'urgence, soins PAL, soins intensifs. Et souvent, ça ouvre la conversation. On donne un pamphlet, on donne du temps à eux autres de penser. J'explique le processus de don un peu. Je les invite à regarder le pamphlet. Le pamphlet explique qu'est-ce qui se passe dans les 24 heures. Donc, comme ça, il y a tout ça tout écrit, pas besoin de garder ça dans leur tête, ils sont déjà stressés pour eux autres. Puis là, ça leur donne une chance de penser à ça puis donner la réponse par la suite. Donc, c'est la meilleure façon parce que quand ça arrive soudain comme ça, c'est beaucoup à absorber. Il y a même des familles... c'est tellement qu'est-ce qui se passe, même des familles aux soins intensifs, il y en a qui choisissent plus le don de tissu à cause de la rapidité, à cause du don d'organes. Et puis, le monde me dit, je savais même pas, mon aide-chère était malade.
ils sont capables de donner, ils sont toutes surprises. Puis ça, c'est une jolie surprise, moi, je trouve, que d'être capable de faire le don de tissu. Tout à fait. Puis en complément de ce que Wendy apporte, bien sûr, eux, à CoCusion, se sont fait un outil pour aider la conversation. Sachez qu'avec l'équipe de Stéphanie, on est en train d'en faire un, nous aussi, qu'on pourra rendre disponible là, partout au Québec, qui va aider ça. Mais aussi, ce que j'amènerais, c'est n'hésitez pas à poser des questions aux coordonnateurs d'Emma Québec, là, Jessica et son équipe, de dire, écoutez, je veux bien, mais je ne sais pas comment aborder. Je ne sais pas c'est quoi les points qu'il faut que j'aborde. Je suis mal à l'aise. Ben, on a, nos experts qui peuvent vous orienter et qui ont qui ont plusieurs moments, plusieurs événements à leur actif, donc ils sont en mesure de vous donner des cas de figure intéressants puis qui peuvent vous orienter. Donc, n'hésitez jamais à demander leur aide également. Donc, il y a Catherine qui pose la question si le document est disponible en ligne. Oui, donc si vous allez là, sur je pourrais mettre le lien là, dans le chat, c'est le guide d'approche à la famille. Donc oui, c'est disponible en ligne dans notre trousse d'outils qui va bien entendu être fait. Là. Puis pour l'instant, par exemple, c'est un ancien guide, là, donc il est en train d'être revampé. Là, donc, mais pour l'instant, il y en a quand même un en ligne qui est disponible, mais qu'on est en train de finaliser là, pour avoir encore plus d'impact là, pour les familles. Génial. Il est 13h déjà, ça a passé vite. Merci beaucoup à tout le monde de vous être joints à nous. Vous avez été très nombreux. Donc, comme je disais, on va vous envoyer un courriel avec le lien vers l'enregistrement de la présentation. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister, n'hésitez pas à leur partager. C'est un outil qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. On va aussi en faire la promotion dans le prochain bulletin TH pour ceux qui reçoivent cette communication-là. Puis, entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse don.tissuhumain@emmaquebec.qc.ca. Il nous fera plaisir là, de répondre à vos questions. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.